Goedemorgen iedereen. Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer cette conférence de presse du mercredi 18 novembre avec la présentation du docteur Van Latem. Je lui passe la parole. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, pour la première fois depuis des semaines, pour ne pas dire quelques mois, tous les indicateurs sont effectivement dans la bonne direction, c'est-à-dire sont en baisse. Aussi bien le nombre d'infections que le nombre d'hospitalisations et pour la première fois le nombre de décès. La Belgique occupe actuellement la 14e place en Europe, c'est-à-dire à peu près le milieu du peloton en ce qui concerne le nombre de contaminations. Dans d'autres pays, actuellement, les contaminations baissent moins rapidement que chez nous, ou même dans certains cas, elles augmentent encore légèrement. En revanche, nous avons encore beaucoup de patients hospitalisés par rapport à d'autres pays, ce qui est assez logique puisque nous avons été parmi les premiers à avoir une deuxième vague assez importante et donc il faudra plus de temps pour que ce paramètre-là se délite au cours du temps. La semaine passée, nous avons eu en moyenne 4 805 nouveaux cas par jour, ce qui représente une diminution de 39%. Ceci signifie une réduction de moitié des chiffres tous les 10 jours, alors que jusqu'à récemment, nous avions une diminution de 50% et une diminution qui se faisait de moitié tous les 7 à 8 jours. Il y a donc un certain ralentissement dans la baisse des chiffres des contaminations. Pour l'instant, nous n'avons pas d'explication claire à ce sujet, mais c'est certainement un signal qu'il faut suivre dans les jours qui viennent. Nous constatons ce ralentissement dans toutes les provinces et dans toutes les tranches d'âge, atteignant pour certaines provinces, dans les derniers résultats, comme la Flandre orientale, le Limbourg ou le Brabant wallon, une stagnation dans les chiffres. Il n'y a plus de diminution. Importance donc de suivre ça et d'avoir une compréhension de ce qui produit ce type de mécanisme. Ce n'est en tout cas pas lié, comme vous le savez, à la réouverture des écoles. Elle vient de se produire et donc il est trop tôt pour qu'elle ait un impact quelconque. Ceci n'est pas lié au changement de politique de testing dont on va vous parler dans quelques instants puisqu'il aura lieu à partir de la semaine prochaine. Si on regarde sur la diapositive devant vous les moyennes hebdomadaires, on se rend compte que les diminutions continuent à se produire dans toutes les tranches d'âge, tout en étant moins prononcées chez les personnes plus âgées, chez les personnes de plus de 70 ans. Actuellement, la moitié des cas ont lieu entre 30 et 60 ans et l'âge médian des personnes infectées est exactement de 50 ans. Si on s'intéresse aux hospitalisations, elles ont également diminué dans toutes les provinces, à l'exception d'une petite augmentation au niveau du Limbourg. En moyenne, il y a actuellement 406 nouveaux patients hospitalisés par jour et hier, on avait par exemple 364 hospitalisations. Ceci est une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente et on voit sur la courbe verte que ces hospitalisations diminuent effectivement de manière conséquente. Ceci nous amène à avoir actuellement en Belgique 6 264 patients hospitalisés pour cause de Covid, ce qui est à peu près 1 200 patients de moins que lors du pic que nous avons connu au début de ce mois. Au niveau des soins intensifs, qui, comme vous le savez, est le problème crucial dans ce type de pathologie, on a aussi une nette diminution. Et j'ai envie de dire, on a maintenant enfin une nette diminution. On compte maintenant 1359 patients hospitalisés en soins intensifs, ce qui est une centaine de patients en moins que le pic connu lors du 11 septembre. Enfin, pour la première fois, le nombre de décès diminue également. On a en moyenne 185 décès par jour, ce qui est 5% de moins que la semaine précédente. Après ces chiffres, parlons un petit peu de la nouvelle politique de test qui va être donc enclenchée à partir de lundi 23.
Vous savez, on avait arrêté de faire le testing des patients asymptomatiques il y a maintenant un mois à peu près, en raison d'un embouteillage du système qui ne parvenait plus à fonctionner adéquatement tant dans la réalisation des tests, l'obtention de leurs résultats ou le suivi des contacts de ces patients positifs. Différents facteurs, entre autres une amélioration du nombre de tests disponibles grâce à une nouvelle plateforme, permettent actuellement de reprendre le testing des cas asymptomatiques par la technique de PCR que l'on connaît bien. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit bien de patients asymptomatiques, ils n'ont aucune plainte, mais qui soit ont été des contacts à haut risque de quelqu'un déterminé comme étant malade ou en tout cas comme étant positif, soit de personnes qui reviennent de voyage et qui reviennent de zones rouges. Juste pour rappel, on conseille toujours fortement de ne pas voyager tout spécialement vers les zones rouges. Mais si on revient de zones rouges et que l'on a donc rempli son formulaire, ce fameux PLF, et que dans ce formulaire, ayant été honnête, on a dit qu'on a eu des comportements éventuellement à risque de contamination, eh bien là aussi, on va recevoir effectivement un avertissement sous forme de SMS qui nous dira, comme quand on a été en contact à haut risque quelqu'un de positif, que l'on doit se mettre en quarantaine et que l'on doit effectuer un test. L'avantage, c'est que le code qui vous est fourni dans ce SMS va vous permettre de prendre vous-même le rendez-vous sans devoir passer par votre médecin traitant et donc sans prendre du temps administratif à votre médecin traitant. Vous pourrez effectivement prendre ce rendez-vous auprès d'un des centres de test pour faire ce fameux test PCR. Où faut-il se rendre pour ça? Eh bien, sur le site masanté.be, dans lequel vous pourrez, et je vous conseille de le faire dès que vous recevez le test, prendre un rendez-vous pour le 7e jour, et on va discuter de ce 7e jour tout de suite, le 7e jour après le dernier contact à haut risque ou après le retour en Belgique. Vous allez pouvoir lier le test à l'application Corona Alert par un code de 17 chiffres, et vous allez pouvoir ainsi télécharger un certificat de quarantaine pour votre employeur, ainsi que suivre l'obtention du résultat du test dans les 24 à 48 heures après qu'il ait été effectué. Rappelons que le test n'est pas une assurance tout risque. Le test est simplement une aide pour sortir de quarantaine plus rapidement. Le test ne remplace pas la quarantaine en tant que telle. Le test effectué, qui sera effectué maintenant, est toujours le test PCR, donc la tigette qu'on enfonce au niveau du nez et qui est après ça analysée au laboratoire dans une machine qui met plusieurs heures à avoir le résultat. Et donc ce test ne sera pas obtenu directement comme un test antigénique, mais sera obtenu après 24 à 48 heures. Pourquoi? Parce que ces tests PCR restent plus sensibles que les tests antigéniques actuellement disponibles et donc mieux adaptés à détecter des petites quantités de virus qui peuvent être présents dans votre gorge, dans votre pharynx, tout au début de l'infection alors que vous n'êtes pas encore symptomatique. On réalisera ce test au 7e jour et ceux qui sont attentifs verront qu'effectivement on n'est pas au 5e jour comme on vous le disait il y a quelque temps. On fait ce test au 7e jour. Pourquoi? Parce qu'effectivement le 7e jour correspond actuellement à la littérature internationale concernant la meilleure chance d'identifier un portage du virus. Le 5e jour était un peu plus précoce et donc un peu moins sensible dans cette détection. Il a été voulu cette fois-ci de prendre un maximum de précautions en ayant à la fois l'avantage du test pour pouvoir sortir plus vite de quarantaine, mais sans courir le risque d'un faux négatif, ou en tout cas en diminuant le risque d'un faux négatif. Il y a toujours un risque possible. La garantie est donc meilleure quant à l'exactitude du résultat qui vous est donné. La durée théorique de la quarantaine reste la durée de 10 jours qu'on a encore explicité récemment, en sachant qu'à ces 10 jours, on rajoute 4 jours de précautions supplémentaires. Donc vous retournez travailler, vous retournez vaquer à vos occupations, mais vous allez particulièrement faire attention au fait d'appliquer les fameuses mesures de distanciement, de port de masque, de lavage des mains, et vous allez éviter pendant ces 4 jours supplémentaires de rendre visite à des personnes qui sont plus fragiles, plus sensibles, comme par exemple des grands-parents.
Quarantaine, on va rediscuter un petit peu des durées de tout ça. Donc quarantaine, combien de temps cela dure? Eh bien, c'est très clair. Soit vous avez un test qui est fait au J7 et qui vous revient à J8, J9 comme étant positif. À ce moment-là, on bascule de la quarantaine vers l'isolement. Vous êtes infecté, vous êtes porteur du virus. Cet isolement va être un isolement de minimum 7 jours. On avait déjà bien explicité, si vous restez asymptomatique. Si vous devenez symptomatique, il sera de minimum 7 jours à partir du début des symptômes, en ayant plus de température depuis au moins 3 jours et une amélioration de vos symptômes. Ceci va donc moduler forcément la durée de votre absence en fonction du test positif ou négatif, mais aussi positif asymptomatique, ou si on se met à développer des symptômes. Si le test, si on l'espère pour vous, qu'on fait au 7e jour vous revient négatif, eh bien vous pouvez alors sortir de quarantaine, parce qu'on sera à J8, à J9 et que vous avez un test négatif. On n'aura pas le résultat avant 1 à 2 jours. Ceci étant, à nouveau, rappelons que le test en lui-même n'est pas à du 100% sûr, et donc on vous demandera d'appliquer des précautions de contact, comme on vient de les expliciter, pendant les jours supplémentaires pour arriver à un total de 14 jours. La quarantaine et l'isolement, quant à ce que l'on peut faire, ne changent pas beaucoup. Sauf que, dans l'isolement, vous êtes infecté, donc vous êtes certainement potentiellement infectant pour d'autres personnes. Et donc, il faudra vous isoler avec encore un peu plus d'attention par rapport, par exemple, à vos colocataires, si vous êtes à plusieurs dans un appartement, et que dans ce contexte-là, on vous demande vraiment de ne pas aller faire vos courses vous-même, mais de déléguer ceci à quelqu'un d'autre et de limiter vraiment vos sorties à la nécessité d'aller à l'hôpital ou chez le médecin ou des conditions particulières à la pharmacie, par exemple. Si quelqu'un ne fait pas de test, soit parce qu'il ne veut pas faire de test, soit par exemple dans des populations auxquelles on ne recommande pas de faire des tests comme les enfants de moins de 6 ans, à ce moment-là, la quarantaine est toujours les fameux 10 jours dont on vient de parler, augmentés des 4 jours de précaution qu'on vient aussi de discuter. Le certificat que vous allez recevoir sous forme électronique grâce au SMS dont on a parlé sera un certificat de quarantaine de 10 jours qui va ainsi couvrir la majorité des situations. Comme on l'a dit, on espère ainsi, au moins en partie, simplifier la tâche administrative des médecins généralistes, des médecins de première ligne, de manière à ce qu'ils puissent se consacrer aux patients symptomatiques. On vous l'avait déjà dit, mais je pense que c'est important à rappeler, on sait que à peu près 20, peut-être un peu plus, % des gens qui sont contaminés resteront asymptomatiques. Ils ne vont jamais se plaindre de quoi que ce soit. Grâce à la nouvelle stratégie de testing qui est remise en place, on va pouvoir récupérer ainsi des gens infectés qui peuvent transmettre la maladie. Et donc, on s'attend à voir ainsi gonfler nos chiffres de nouvelles infections d'environ 10% par rapport aux chiffres que nous avons actuellement. Cette quarantaine aussi, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, est primordiale parce qu'elle est fondamentale pour briser les chaînes de transmission. Lorsque quelqu'un est positif, il a en moyenne 3 à 4 contacts, en tout cas déclarés. On sait qu'en moyenne, il infecte 25 à 30% de ces personnes, donc une personne, parfois 2 personnes, qui peuvent ainsi être infectées avant que vous ne sachiez vous-même que vous êtes positif. Et seul ce testing, enfin rétabli, nous permettra de briser ces chaînes supplémentaires et ainsi de lever le plus rapidement possible, on espère, les mesures de confinement qui sont actuellement en place. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour tout le monde. Goedemorgen iedereen. Voor het eerst sinds lang dalen alle indicatoren. Zowel de besmettingscijfers, de ziekenhuiscijfers als de sterftecijfers liggen nu lager dan de week voordien. België bekleedt nu plaats 14 in Europa voor wat betreft het aantal besmettingen.
In vele andere landen dalen de besmettingen minder snel of stijgen ze zelfs nog licht. Het aantal patiënten in onze ziekenhuizen is evenwel nog heel hoog en hoger dan in de meeste andere landen. We stellen wel vast dat de besmettingscijfers de laatste dagen minder snel dalen. We hebben hier voorlopig nog geen duidelijke verklaring voor, maar het is wel een belangrijk signaal dat we de komende dagen nauw gaan opvolgen. De afgelopen week werden er gemiddeld 4.805 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling van 39% op weekbasis, of anders gezegd, een halvering van de cijfers om de 10 dagen. Tot voor kort daalden de cijfers met zo'n 50% en halveerden ze om de 7 à 8 dagen. Er is dus een zekere vertraging van de daling. Deze vertraging zien we in alle provincies en bij alle leeftijdsgroepen. In Oost-Vlaanderen, Limburg en Waals-Brabant zien we zelfs dat de laatste 2-3 dagen het aantal besmettingen niet verder meer lijkt te dalen. De komende dagen zullen moeten uitwijzen of dit al dan niet een tijdelijk fenomeen is. In elk geval is deze vertraging niet het gevolg van het heropenen van de scholen, omdat het nog veel te vroeg is om de effecten hiervan te kunnen zien. Ook is dit niet gelinkt aan de verruiming van de teststrategie, omdat die pas volgende week zal ingaan. Als we kijken naar de weekgemiddelde, zien we dat de dalingen zich blijven voordoen bij alle leeftijdsgroepen, maar het minst uitgesproken bij de 70-plussers. De helft van de gevallen doet zich momenteel voor bij mensen tussen de 30 en de 60 jaar. En de piek van het aantal gevallen bevindt zich nu bij mensen van precies 50 jaar oud. De nieuwe ziekenhuisopnames gaan ook verder in dalende lijn. En dit in alle provincies, met een uitzondering voor Limburg. Daar zien we nog een lichte toename van het aantal ziekenhuisopnames. Gemiddeld werden er de afgelopen week 406 nieuwe patiënten opgenomen met COVID in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling van 24% op weekbasis. De ziekenhuisopnames blijven daarmee wel aan hetzelfde tempo dalen. Er liggen nu 6.264 patiënten met COVID in het ziekenhuis en dat is ruim 1200 minder dan tijdens de piek op 3 november. Er is nu ook een duidelijke daling opgetreden in de bezetting op intensieve zorgen. Momenteel liggen er 1359 patiënten op intensieve zorgen. En dat is ruim 100 patiënten minder dan de piek op 9 november. Toen lagen er 1474 patiënten op intensieve zorgen. De overlijdens tenslotte kennen voor het eerst ook een daling tegenover vorige week. Gemiddeld gezien vielen er de afgelopen week 185 overlijdens per dag te betreuren. En dat is 5% minder dan de week ervoor. Vrijdag 6 november wordt hiermee de piek van de overlijdenscurve in deze tweede golf, met ondertussen 216 gemelde COVID-overlijdens. Vervolgens zouden we het ook nog even willen hebben over de nieuwe teststrategie die volgende week gaat ingaan. Nu dat de testcapaciteit terug groter is en het aantal besmettingen ook voor een groot stuk teruggedrongen is, heeft de interministeriële conferentie Volksgezondheid beslist om vanaf maandag 23 november terug alle mensen te testen die een hoog risicocontact hebben gehad met een besmette persoon. Dat was niet meer mogelijk sinds 21 oktober, omdat we toen de maximale staalafname en labocapaciteit hadden bereikt.
Dus wie kan er nu opnieuw getest worden? Of het is te zeggen vanaf volgende week. Wel, het gaat om mensen die zelf geen symptomen vertonen, maar wel een hoog risicocontact hebben gehad met een besmette persoon. Zij zullen volgende week een sms krijgen via de contacttracing met een code die hen toelaat om een test te reserveren. Het gaat ook om mensen die terugkeren uit een rode zone in het buitenland. Deze mensen moeten bij terugkeer een formulier invullen, het zogenaamde Passenger Locator Form of het PLF-formulier. En via dat formulier wordt het risico beoordeeld dat men gelopen heeft tijdens zijn buitenlands verblijf. Als daaruit blijkt dat ook zij moeten getest worden, dan ontvangen deze personen eveneens een activatiecode per sms. Mensen die zo'n code ontvangen hebben, kunnen een afspraak maken in een testcentrum. In zo'n centrum gebeurt dan de staalafname voor de PCR-test. U hoeft hiervoor dus niet meer via de huisarts te passeren. Om een afspraak te maken, surft u naar de website van mijngezondheid.be, waar u met uw code een test kan reserveren. Deze test dient dan afgenomen te worden pas op dag 7 na het laatste hoogrisicocontact of na terugkeer in België. De test kan dan ook nog gelinkt worden aan de Corona Alert app. U kan op deze website ook een quarantaineattest voor uw werkgever downloaden. En nadien kan u ook het resultaat van uw test op deze website raadplegen. Het is belangrijk om te herhalen dat een test de quarantaine niet kan vervangen. De test die uitgevoerd wordt bij een hoogrisicocontact betreft nog steeds de PCR-test en niet de snelle antigentest. De PCR-test is immers een stuk gevoeliger dan die snelle antigentest en is daardoor beter in staat om een prille besmetting op te pikken. Ik wil ook opnieuw herhalen dat de test pas mag uitgevoerd worden op dag 7 na het laatste risicocontact en niet vroeger. Wanneer de test eerder wordt uitgevoerd, geeft dat onvoldoende garantie dat u toch niet besmettelijk gaat worden in de komende dagen. Een quarantaine duurt in principe 10 dagen. U moet in de 4 volgende dagen wel nog steeds extra voorzichtig blijven, omdat er nog steeds een kleine kans bestaat dat u toch nog besmettelijk wordt tussen dag 10 tot 14 na het laatste hoogrisicocontact. Indien het staal dat op dag 7 werd afgenomen negatief test, dan mag u de quarantaine vervroegd verlaten. U moet er wel rekening mee houden dat zo'n testresultaat 1 tot 2 dagen op zich kan laten wachten. Dit betekent dat in de werkelijkheid de quarantaine dus kan ingekort worden tot 8 à 9 dagen, dankzij een test. U moet dan ook nog altijd extra voorzichtig blijven tot dag 14. Houd dus tot dag 14 steeds afstand, draag een masker en ga niet op bezoek bij een persoon met een verhoogd risico. Indien de test positief blijkt te zijn, dan moet u nog bijkomend 7 dagen in isolatie verblijven. U hebt dan immers een bewezen besmetting met het coronavirus. In dit geval bent u 7 dagen in quarantaine geweest, gevolgd door 7 dagen isolatie. Quarantaine en isolatie verschillen in principe niet zoveel, behalve dat u bij isolatie bewezen besmettelijk bent en het belangrijk is dat u zich nog extra afzondert van uw huisgenoten en u ook niet meer buiten komt, bijvoorbeeld voor boodschappen. Soms kan u ervoor kiezen om geen test te laten afnemen, bijvoorbeeld bij een jong kindje. Of wanneer het testresultaat niet op tijd beschikbaar komt,
Wel, in dat geval stopt de quarantaine na 10 dagen. En opnieuw blijft u nog 4 extra dagen extra voorzichtig. De officiële geldigheidsduur van het quarantaineattest blijft steeds 10 dagen, zodanig dat het toepasbaar is voor alle situaties. Dankzij deze nieuwe procedure kunnen we de druk voor de huisartsen verlichten, zodat huisartsen zich beter kunnen concentreren op de patiënten met symptomen. Zo'n 20% of meer van de besmette mensen ontwikkelen nooit symptomen. Dankzij deze nieuwe teststrategie gaan we dus beter de verborgen besmettingen kunnen oppikken. We verwachten wel dat de besmettingscijfers daardoor met zo'n 10% zullen kunnen stijgen. Quarantaine is cruciaal om het virus te snel af te zijn. We besmetten gemiddeld 1 tot soms 2 andere mensen voor we nog maar beseffen dat we zelf ziek zijn. Enkel dankzij quarantaine kunnen we dat herleiden tot 0. Zo kunnen we sneller de lockdown lossen. Dank u wel. Il fait nuit à 16 heures. Les décorations commencent à poindre leur nez dans nos rues. Bref, les fêtes de fin d'année approchent. Une période qui, pour beaucoup d'entre nous, va traditionnellement de pair avec l'achat de cadeaux. Pour certains, cela relèvera du casse-tête. D'autres y voient une activité agréable, l'occasion d'en faire une longue sortie shopping. Cette année, nos habitudes d'achat seront bien différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Nous devons tenir compte de la situation actuelle dans notre recherche du ou des cadeaux idéaux. Pour l'instant, la majeure partie des magasins non alimentaires ne peuvent accueillir de clients. Mais cela ne signifie pas que l'on doit s'en détourner, que du contraire. De nombreux commerces proposent leurs produits ou des bons cadeaux en ligne. Les produits commandés peuvent alors être livrés à domicile ou être retirés en toute sécurité devant les boutiques. En achetant cette année nos cadeaux de ces manières, nous éviterons les rues commerçantes bondées de fin d'année. Mais commander en ligne ou par téléphone ne signifie pas que nous devons délaisser les petits commerçants. Cette période est à la fois particulièrement importante pour les commerçants et particulièrement difficile au vu de l'épidémie. Nous pouvons tous les soutenir en nous tournant vers eux pour nos achats de fin d'année. De nombreuses associations, villes, communes ont d'ailleurs mis en place des initiatives pour promouvoir nos commerçants locaux, que ce soit via leur site internet ou via les médias sociaux. Petit point d'attention, si lors de vos achats vous passez par un paiement en ligne, soyez toujours attentifs à le faire de manière sécurisée. Sur le site internet safeonweb.be, vous trouverez des conseils pratiques pour identifier les situations suspectes et effectuer vos achats en toute sécurité sur Internet. Un mot également sur la tentation du shopping à l'étranger. Les frontières avec nos pays voisins ne sont pas fermées, mais les déplacements non essentiels restent strictement déconseillés. S'il faut éviter les situations à risque dans nos rues commerçantes, passer la frontière n'immunise en rien le risque induit par une journée de shopping dans des rues et des magasins bondés. Le virus est en circulation également dans nos pays voisins, ne vous y rendez pas. Pour votre santé, pour celle de vos proches et en soutien à vos et à nos commerçants locaux, ne nous détournons pas d'eux, ils ont besoin de nous, ils comptent sur nous, c'est cela aussi une équipe de 11 millions. Merci. Goedemorgen. Nu de Sint in het land is, naderen ook de eindejaarsfeesten. Een periode die voor veel mensen samengaat met de aankoop van cadeautjes. Voor een aantal mensen betekent dit een jaarlijks stressmoment. Maar de meesten vinden het een fijne bezigheid om het gepaste cadeau te vinden en maken er zelfs een uitje naar de stad van. Ook het kerstshoppen zal dit jaar jammer genoeg anders verlopen dan we gewoon zijn. We moeten bij onze zoektocht naar het geschikte cadeau rekening houden met de aanwezigheid van het virus in onze samenleving. Dat betekent concreet dat we op een verantwoorde en verstandige manier het winkelen zullen moeten organiseren.
Momenteel zijn de niet-essentiële winkels nog gesloten. Dit betekent echter niet dat we moeten wachten tot de winkels terug open gaan om onze aankopen te doen. Integendeel zelfs. Vele winkels maken gebruik van de mogelijkheid om hun producten of cadeaubonnen online aan te bieden. De bestelde producten kunnen dan in alle veiligheid worden afgehaald of worden thuis geleverd. Door dit jaar onze eindejaarscadeaus online te kopen, vermijden we binnenkort overvolle winkelstraten. En dat moeten we absoluut vermijden in deze periode. We doen wel een oproep om bewust te kiezen voor lokale handelaars. Het is voor de plaatselijke middenstand een bijzonder moeilijke periode. Door bewust lokaal te kiezen steunen we onze plaatselijke winkeliers. Vele steden en gemeenten hebben dan ook initiatieven opgezet om deze lokale handelaars te promoten. Kijk eens zeker op de website van uw stad of uw gemeente. Jammer genoeg misbruiken malafide figuren de toenemende online verkoop om mensen trachten op te lichten. Wees altijd voorzichtig wanneer je online shopt en stop onmiddellijk de afhandeling van de verkoop bij een verdachte situatie. Op de website Safe on Web kan je praktische tips vinden om verdachte situaties te herkennen en ook een aantal tips om veilig op het internet te shoppen. De grenzen met onze buurlanden zijn niet gesloten, maar het is wel ten stelligste afgeraden om naar onze buurlanden te gaan om uw eindejaarsaankopen te doen. Het virus houdt immers geen rekening met de landsgrenzen. En door uw aankopen in het buitenland te doen, steunen we de lokale winkeliers niet in deze periode. Bol dus niet te ver en doe uw aankopen in alle veiligheid online bij uw lokale handelaar. Dank u wel. Ja, mijn excuses. Er is nog één vraag, denk ik, van een journalist. Het aantal personen aan een beademingstoestel lijkt niet af te nemen. Hoe verklaart u dat? Anderzijds begint men de COVID-afdelingen te sluiten? Wel, het klopt dat er in bepaalde ziekenhuizen, in het Luikse, in het Brusselse, al COVID-afdelingen worden gesloten. Het is zo dat momenteel op intensieve zorgen het aantal patiënten aan het dalen is. In vergelijking met de piek op 9 november liggen er nu ruim 100 patiënten minder op intensieve zorgen. Maar het is wel belangrijk om daar een aantal nuances in te brengen. Het gaat om de minst zieke patiënten op intensieve zorgen, die het eerst en het makkelijkst kunnen ontslagen worden uit het ziekenhuis of uit intensieve zorgen. Er zijn in essentie 3 categorieën. Dus de mensen die intens opgevolgd worden op intensieve zorgen, maar die niet beademd worden. Dan heb je de mensen die aan een beademingsmachine liggen. Ze hebben dus een tube in de luchtpijp en een machine beademt hun longen. En dan de derde categorie, dat is de meest ernstige categorie. Dat zijn mensen die aan een hart-longmachine liggen, zogenaamd ECMO-toestel. En bij die categorie wordt het bloed buiten het lichaam van zuurstof voorzien. De patiënt ademt in dit geval dus niet meer zelf of niet meer via de longen. Momenteel is het zo dat bij die 2 meest ernstige categorieën, mensen die beademd worden of die aan ECMO liggen, dat die categorie nog niet is afgenomen. Bij de mensen die beademd worden zien we eerder een plateau. En de categorie die ECMO krijgt, die is zelfs nog licht gestegen in de voorbije dagen. Dat is normaal, want dit zijn de meest zieke mensen en die blijven ook het langst liggen in het ziekenhuis. Daardoor gaan deze cijfers pas met vertraging kunnen dalen. Het illustreert wel dat ondanks het feit dat inderdaad de ziekenhuiscijfers globaal gezien zakken, de belasting, zeker op intensieve zorgen, nog steeds heel hoog is. Momenteel zien we dat het percentage mensen dat beademd wordt of dat ECMO krijgt op intensieve zorgen hoger is dan enkele dagen terug. Momenteel is dat 71% van de patiënten. Tijdens de piek op 9 november was dat bijvoorbeeld 64%. Het stijgt nog, dat aandeel. L'assistance respiratoire ne semble pas diminuer. Comment l'expliquer? Par ailleurs, commence-t-on à fermer les unités Covid?
Alors au niveau des unités Covid, effectivement, tout spécialement dans les provinces qui avaient été les plus touchées, comme Liège ou Bruxelles, au vu de la diminution du nombre de patients, on est en train de fermer certaines unités Covid, pas spécialement en soins intensifs, mais dans les unités générales. Au niveau des soins intensifs, on l'a dit durant la conférence, on a enfin une diminution du nombre total de patients, mais ce qu'on voit diminuer, c'est essentiellement les patients qui sont les moins malades et les patients qui peuvent retourner en salle normale, par exemple, pour un certain temps avant de rentrer chez eux. Il faut préciser qu'au niveau des soins intensifs, assez globalement, on peut schématiser en disant qu'il y a d'une part des patients qui sont là en surveillance, avec de l'oxygène à haut débit par certaines techniques, mais sans que l'on aide leur respiration. Il y a les patients qui sont là après avoir été intubés, donc on met un tube par la bouche vers les poumons et on les ventile par une machine, et donc c'est la ventilation artificielle. Il y a un troisième groupe de patients dans le cadre du Covid, qui sont des patients qui bénéficient d'une technique qu'on appelle de manière un peu barbare l'ECMO, mais qui est connue aussi sous le nom de machine cœur-poumon, ou effectivement la même technique que l'on fait par exemple chez les personnes qui sont opérées à cœur ouvert. La machine remplace notre fonction cardio-pulmonaire en elle-même et ces structures normales de notre organisme qui sont ici particulièrement lésées sont totalement bypassées par la machine. Alors ce qu'on voit diminuer, c'est essentiellement effectivement les personnes qui sont là en surveillance, qui sont les moins gravement atteintes, alors qu'on a un plateau dans le nombre de personnes qui sont intubées et ventilées, et qu'on a même une petite augmentation dans les personnes qui bénéficient de ces machines cœur-poumon. Pour vous donner une idée, actuellement, il y a à peu près 71% des patients qui sont en soins intensifs qui ont cette technique de ventilation artificielle ou qui ont un cœur-poumon, alors qu'on était même parfois à moins de 60% il y a 10 ou 15 jours. C'est assez logique puisqu'il s'agit des patients les plus malades et donc il faudra un temps plus prolongé avant que l'évolution, qu'on espère favorable, puisse se présenter. Leur séjour est donc le plus long, ce qui fait qu'au niveau des soins intensifs, si le total des lits occupés diminue, la charge de travail pour le personnel reste extrêmement importante. Ces patients ventilés, ces patients qui ont une ECMO demandent un encadrement particulièrement important et permanent, et donc le travail reste particulièrement lourd au niveau des soins intensifs encore actuellement. Dat was de enigste vraag die we vandaag hebben ontvangen van de journalisten. Dank u voor uw aandacht. Ik denk dat we met z'n allen op de goede weg zitten. Maar de weg is nog lang. Blijf dus vooral volhouden om de maatregelen na te leven. De volgende persconferentie zal vrijdag doorgaan om 11 uur. Donc le prochain conférence de presse aura lieu le vendredi à 11 heures. Merci.